Bonjour à tous, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez les oreilles, fermez les yeux. Nous repartons ensemble pour Pic au vent. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 15e chapitre de ce Super Flame Story. « 15 décembre. À Marmottin, on avait finalement retrouvé le cadavre du colonel Guinard qu'au petit matin. Il faut dire que celui du sergent Rodriguez, retrouvé la veille, omnubilait jusqu'alors les esprits. Cela faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'homicide à Marmottin. Fabrice Pavier, le maire de la ville, était revenu aussi vite que possible de Castel-les-Pins. Il n'avait été informé de la situation qu'à son arrivée auprès de sa fille et ne se sentait pas apte à repartir immédiatement. Ce qui arrangeait bien son chauffeur, mais aussi et surtout Phileas. En l'absence du maire, ce dernier était l'autorité la plus élevée à Marmottin. Au petit matin, DPA 002 s'était rendu au poste de police afin de discuter avec le capitaine Leblanc. « Capitaine ?» Phileas, si vous venez gratter des informations sur l'enquête en cours, je suis au regret de vous informer que... Ne vous en faites pas, déclara Phileas. Bien qu'il soit en mon pouvoir de faire gérer l'enquête par la DPA, je tiens à laisser la police de Marmottin gérer les investigations. Voilà qui est plutôt surprenant, mais merci. Puis-je connaître la raison de ce choix? Je n'ai pas envie que la population ait l'impression que nous organisons une expédition punitive. Qui plus est, mes gars sont à cran. Entre ceux qui adoraient Rodriguez et les bas du front qui adulent Guinard, je préfère éviter de donner des prétextes à ces gens pour maltraiter les Marmottanais. C'est tout à votre honneur, répondit le capitaine Leblanc, avec un air suspicieux. Cependant... Cependant quoi, Phileas? Si d'aventure je vois que vous piétinez dans l'enquête ou que vous enquiquinez trop mes hommes avec des questions, je me réserve le droit de reprendre les rênes de l'enquête. Le capitaine ne répondit pas. Ce sera tout? En effet. Parfait, je vous laisse filer dans ce cas, moi j'ai 2 homicides à élucider. Phileas quitta la pièce. Ce dernier, plutôt malin, laissait la police de Marmottin enquêter sur les 2 meurtres dans l'espoir qu'elle soit moins compétente que les services de la DPA pour faire le lien entre les 2 cadavres et lui-même. Il avait cependant pris soin de faire pirater les ordinateurs du poste de police, de sorte à pouvoir rester informé. Si d'aventure les équipes du capitaine Leblanc avançaient trop, il avait prévu de prendre des mesures. Mais en attendant, il devait gérer l'hommage aux soldats. Situation plutôt cocasse quand on sait que c'est Guinard qui a tué Rodriguez et Phileas qui a tué Guinard. À Pic au vent, contre toute attente, si l'on nommait quelques coups de feu à l'autre bout de la ville, la nuit avait été plutôt calme. Mais le retour à la réalité fut difficile. Il y avait eu tant de morts depuis le début, et Alias se doutait que ce n'était pas fini. Il en discutait avec Andrew. L'homme à l'étrange porte, sachant que son ami souffrait de la perte de Wooden, avait mis de côté sa rancœur vis-à-vis d'Alias. « Et si on ne s'en sortait pas cette fois, Andrew ?» C'est une éventualité que j'accepte chaque matin en me levant. La vie peut s'arrêter à tout instant, c'est comme ça, voilà tout. On a tous un petit compte à rebours au-dessus de la tête et aucun moyen de savoir où en est le décompte. C'est le jeu de la vie. Il débute au premier cri qu'on pousse et se termine quand notre cœur cesse de battre. Constatant que tout le monde était debout, le colonel Hartmann interrompit la discussion. Il déploya une carte de Pic au vent sur la table de la cuisine. Sous cette dernière se trouvait le petit Maxime. « Bon, nous sommes ici. Vos véhicules sont garés là-bas et mon groupe est arrivé par ici. »« Pourquoi vous nous dites tout ça ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Parce que, comme vous le savez depuis hier soir, ce secteur est trop dangereux. Il faut que nous profitions de la division qui règne entre les 2 groupes de prisonniers. Dans l'idée, il faut bouger le plus près possible de la lisière de la barrière magique pour pouvoir se casser. » Attendez, vous voulez qu'on retourne à notre point de départ? Oui, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est le point qui est à la fois le plus proche de la limite de la barrière et de Marmottin. C'est l'endroit idéal pour se tirer quand le verrou magique sautera. « Rien ni personne ne doit quitter Pic au vent !» s'exclama Oswald. « Il a pas tort, le vieux, » reprit Bloom. « C'est bien beau d'aller se foutre là-bas, mais si c'est pour retourner me les geler dans les bagnoles en priant pour que la situation évolue, c'est sans moi. »« La situation évolue déjà, » rétorqua Hartmann. « Yovig, je te laisse expliquer. »« Entendu. Hier soir, je montais la garde et j'ai vu un groupe de prisonniers qui transportaient des brouettes en file indienne. À sa tête se trouvait Boglov. J'ai prévenu le colonel et il m'a ordonné de les suivre. Ils allaient jusqu'au niveau de vos véhicules. »« Mais pourquoi ?» demanda Bloom.
Je crois que c'est ici qu'ils vont faire sauter barrière. Comment? Comment ils vont faire? Demanda le commissaire Tassier. Grâce au souvenir d'Oswald, le policier connaissait le moyen de faire sauter la protection magique, mais le sel n'en était pas une des composantes. Peut-être qu'ils ne vont pas faire sauter l'intégralité du verrou magique, reprit Andrew. Une petite partie suffit. S'ils peuvent se débrouiller pour annihiler les effets de la barrière sur quelques mètres, ils pourront sortir. Rien ni personne ne doit quitter Pic au vent. L'homme à l'étrange porte ne croyait pas si bien dire. À quelques kilomètres de là, Boglov et ses sbires créaient un énorme tas de sel à la lisière de la barrière. Le sol était jonché de cadavres. Boglov forçait les prisonniers à tenter de franchir la barrière, avec plus ou moins de succès. Tous finissaient par mourir, mais il y en avait qui parvenaient à parcourir plusieurs mètres de plus que les autres. En effet, lorsque l'on jetait du sel contre la barrière, celle-ci se révélait partiellement et semblait affaiblie, moins intense, mais ceci ne durait que quelques fractions de secondes. Boglov avait conscience d'être sur la bonne piste, mais il lui manquait quelque chose. Soudain, alors qu'un énième prisonnier accro à la drogue du faucheur franchissait l'infranchissable frontière, avec pour promesse d'avoir plus de récompenses de l'autre côté, Nicolas eut une révélation. Le sel était bien la clé, mais se contenter de le balancer contre la barrière au moment exact où quelqu'un la franchissait n'était pas très efficace. Alors Boglov ouvrit un des livres magiques qu'il avait pris soin de prendre avec lui. Il parcourut quelques pages, effectua une série de mouvements avec ses mains et, par magie, son énorme tas de sel se mit en mouvement, sous les regards ébahis des prisonniers. Petit à petit, le tas prit une forme nouvelle, celle d'une créature bipède, une sorte d'homme, un golem, d'environ 2 mètres de haut. La chose s'avança vers Boglov et s'agenouilla devant lui. « Père, vous m'avez donné la vie, je vous suis tout dévoué. » s'exclama la créature. « Mon enfant !» répondit Boglov, considérablement affaibli par son rituel. « Il y a là une frontière que je ne peux pas franchir. Mais toi, fils de sel, tu peux. » Cette frontière, père, je peux la voir. « C'est normal, mon fils, » répondit Boglov en caressant la joue du monstre. « Tu es fait de sel et de magie. Tu peux voir l'invisible. » Que dois-je faire, père? Va, fils, franchis la frontière et rends-toi à Marmottin. Dans ce petit village, j'ai caché la clé qui me permettra de te rejoindre de l'autre côté. Rends-toi dans la forêt située à l'arrière de l'élevage de Yuski de Madame Capion. Il y a là-bas une petite maison de chasseurs où j'ai vécu. À quelques mètres de là, tu verras 2 sapins repliés l'un sur l'autre. À leurs pieds, sous terre, j'ai caché un coffre. Ramène-le-moi. Dois-je faire autre chose pour vous, mon père? Non, mais ta mission est très importante. Si on t'empêche de la mener à bien, n'hésite pas à prendre des vies. Et j'étais assez clair. Limpide. Je ne vous décevrai pas, père, déclara le golem de sel en se relevant. Il franchit alors la barrière magique, non sans égratignure. La créature, bien qu'elle fût incapable de ressentir la douleur, perdit l'un de ses bras. Mais cela importait peu. Le golem avait pu franchir l'infranchissable. Il était de l'autre côté. Le monstre regarda son créateur une dernière fois et se mit en marche dans la direction de Marmottin. Comme il n'allait pas très vite, il faudrait au moins une journée au monstre de sel pour se rendre dans le petit village. Alors que son invocation s'éloignait sur la route de Marmottin, Boglov s'effondra au sol, épuisé. « Patron, vous allez bien ?» demanda l'un des prisonniers. « Oui, je suis juste exténué. Rien n'est plus fatigant que de donner la vie. » À Marmottin, la cérémonie en hommage à Rodriguez et Guinard n'allait pas tarder à commencer. Elle se tenait devant la mairie. Les soldats de la division Plume d'Argent étaient tous alignés, au garde-à-vous. DPA 002 les passa en revue avant de rejoindre Fabrice Pavier sur une petite estrade. Quelques policiers assistaient à la cérémonie, mais pas le capitaine Leblanc. Lui, il était au poste de police. Il avait sous les yeux un indice qu'on avait retrouvé non loin du cadavre du sergent Rodriguez. Cet indice, c'était la fausse lettre du colonel Guinard. Ce dernier, dans la précipitation, ne l'avait pas brûlée correctement, et on pouvait encore voir qu'elle avait été rédigée par le colonel. Autre information importante, on pouvait encore lire qu'il s'agissait d'une lettre d'affectation à un convoi partant de Marmottin, et, plus précisément, de devant le domicile du maire. Domicile devant lequel on avait retrouvé le cadavre de Guinard. Pour Leblanc, il n'y avait pas de doute. Ce n'était pas un Marmottanais le responsable de ces meurtres, mais plutôt quelqu'un de la DPA.
Contre toute attente, le capitaine ne consigna pas ses déductions sur son ordinateur. Il comptait pour l'instant les garder pour lui. Il se décida finalement à se rendre à la cérémonie. Quand il arriva sur place, elle touchait à sa fin et Phileas demandait à ses hommes de tirer en l'air en hommage aux victimes. « Phileas, est-ce que je peux vous parler ?» demanda le capitaine à DPA 002, tandis que ce dernier quittait l'estrade et que la foule se dispersait. « Je vous écoute, Leblanc. Vous étiez où hier soir avant de nous rejoindre devant le cadavre de Rodriguez ?»« J'étais dans mes quartiers, au CDO, pourquoi ?»« Parce que vous êtes arrivé par la rue opposée. Je ne connais pas encore très bien la ville, je me trompe parfois. Vous pouvez me parler du convoi qui est parti hier soir de devant chez monsieur le maire ? De quoi parlez-vous ? Allons, Phileas, vous voulez vraiment jouer à ça ? DPA 002 déglutit. Leblanc reprit. Je sais que ces deux meurtres sont liés et qu'on les doit à des personnes de la DPA. La discussion fut interrompue par l'arrivée de Cassandra Darmin. Très sympathique hommage, monsieur Phileas. Vous avez une déclaration à faire pour la Gazette de Marmottin ? Oui, c'est impoli de s'incruster dans les discussions. De quoi parliez-vous avec le capitaine ? De votre incroyable capacité à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, répondit Leblanc. Comprenant qu'elle ne tirerait rien des deux hommes, la journaliste quitta les lieux pour aller interroger d'autres personnes. La discussion entre Phileas et Leblanc reprit. Je sais très bien que vous connaissez le fin mot de cette histoire, Phileas. En effet, c'est pour ça que je ne vous arrête pas. Pardon ? Parce que si vous vouliez vraiment que la vérité soit révélée, vous auriez confié l'investigation à vos services. Je suppose que vous êtes impliqué dans ces histoires de meurtre. Le problème, c'est que si je vous arrête, vous risquez d'être remplacé, et j'ai très moyennement envie qu'un nouveau Guinard se retrouve à la tête de Marmottin. On se serait fâcheux, en effet. Mais ne vous y méprenez pas, ce n'est pas pour vous que je fais ça, mais pour la ville. Comprenez bien que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il se peut que je change d'avis si la DPA se remet à faire n'importe quoi, entendu ? J'en prends note, déclara Phileas en s'éloignant, à la fois rassuré et déstabilisé. À Picovan, Hartmann, alias Tassier, Bréau, Blum, Bennett, Antoine, Hudson, Oswald, Fonck et Yupvig marchaient depuis plusieurs heures en direction des véhicules de police. Le plan de Hartmann était le suivant. Se rendre dans un abri le plus proche possible des véhicules, y établir un camp de base, espionner Boglov et ses hommes, sauter sur une occasion de s'enfuir s'il crée une brèche dans la barrière. Il y avait justement, sur les hauteurs qui surplombaient la route reliant Marmottin et Picovan, un vieux manoir abandonné. C'est le commissaire Bréau qui avait eu l'idée de s'y rendre. La bâtisse se trouvait à une dizaine de minutes des véhicules. C'était l'emplacement idéal. Seul hic, pour s'y rendre, sans être repéré, il fallait faire un sacré détour. Yupvig, le soldat des pays de l'Est, tirait comme à son habitude le petit traîneau de matériel sur lequel se trouvait Maxime. L'enfant discutait avec Rico, qui lui aussi profitait du traîneau pour ne pas avoir à fournir d'efforts. Et donc, Maxime, t'aimes bien quoi comme jeu ? Un peu tout. Tu veux jouer à marteau-ciseaux-papier avec moi ? Mais comment on va jouer ? T'as pas de main. Ah ouais, merde. Est-ce que tous les corbeaux peuvent parler ? Ouais, bien sûr, tous les oiseaux même. Mais ils parlent leur langage respectif. Moi, je suis bilingue, mi-humain, mi-piaf. Comment ça se fait que tu peux parler ? De la magie ! S'exclama Oswald, qui semblait suivre la conversation. Soudain, alors que le groupe longeait une forêt, Hartmann demanda à tout le monde de ne plus bouger. « Qu'est-ce qui se passe, colonel ?» demanda Alias. À 3 heures, j'ai cru voir un gars. Je ne crois pas qu'il nous ait remarqué. Antoine, file-moi les jumelles. Le colonel se mit à scruter la forêt. Ok, il y a du monde. S'offrait au regard du colonel un petit campement de prisonniers. Il ne semblait pas les avoir remarqués et c'était tant mieux. Le terrain n'était pas propice au combat. Sortez vos armes au cas où. Filons rapidement, la zone n'est pas sûre. Le groupe poursuivit son chemin et finit par tomber sur le fameux manoir. « Oh la vache, c'est gigantesque !» déclara l'inspecteur Blum en découvrant la bâtisse. « Autrefois, il appartenait au duc Ambroise de Picovan. C'est vieillot, délabré, mais c'est le plus près de vos véhicules. » Le groupe pénétra dans la bâtisse. Ils arrivèrent dans un grand hall. Au mur, des portraits du duc et de sa famille. « Rien ni personne ne doit quitter Picovan !»« Silence, Oswald !» répondit Phileas. « Yupvig, Antoine, avec moi !» s'exclama le colonel. « On fait le tour de la baraque. Les autres ne bougez pas du hall sans notre accord. » Les soldats se mirent à faire le tour de l'immense demeure. Au bout de quelques minutes, les autres membres du groupe entendirent des coups de feu à l'étage. Tassier, Bréau et Alias s'y précipitèrent, l'arme au poing. « Est-ce que ça va ?» demanda Alias en arrivant dans une chambre.
Au sol se trouvaient 2 cadavres de bébés faucheurs. Ça devrait aller, Répondit Hartmann en essuyant du sang sur son visage. Ces saloperies étaient en train de roupiller au plafond. On a préféré les arroser avant qu'elles ne se réveillent. D'acier pour Bloom, tout va bien ici, on a juste abattu des bébés faucheurs. Ok, merci. Le groupe poursuivit son tour de la maison et, une dizaine de minutes plus tard, retourna dans le hall. La baraque est sécurisée. S'exclama Yupvig. Je propose qu'on évite de trop s'éparpiller. On va se répartir dans 3 chambres du premier. Je prends le premier tour de garde avec des PA001 et Yupvig. Les autres, vous pouvez aller vous pioncer. C'est ainsi que démarrait la première nuit au manoir des membres de l'expédition Pikovin.